L'animation Halloween aura-t-elle vraiment lieu au Cimserhof? Le maire de Bitche, premier vice-président de la communauté de communes du Pays de Bitche, a déposé un recours gracieux auprès du président, évoquant notamment une délibération illégale. Il demande l'annulation de la manifestation. Parcours exceptionnel pour les 10 km de Sarreguemines. À l'occasion du 60e anniversaire de l'usine Continentale, le tracé a été modifié. Les quelques 1700 coureurs ont traversé le site. Pas de changement en revanche du côté du vainqueur, c'est à nouveau Jens Schrub qui a remporté la course. Le célèbre sapin de Noël qui va trôner sur la place Kléber à Strasbourg a transité par Rohrbach pendant quelques jours. C'est la 10e fois que l'entreprise VAC est chargée de ce convoi exceptionnel depuis les Vosges. Conférence médicale à Sarreguemines, le service pneumologie de l'hôpital Robert Pax a organisé la première confsar sous la houlette du chef de pôle, le docteur Gramada. Des intervenants de Strasbourg, Nancy, Metz et Sarreguemines ont présenté les nouveautés dans le domaine de l'oncologie. Peut-on se faire aider lorsqu'on est aidant? Une journée d'information a été organisée à Sarreguemines, l'occasion de découvrir les dispositifs de soutien existants, avec aussi un focus sur le centre de répit mis en place par l'hôpital de Dieuze. Les bénévoles mobilisés pour vendre les brioches de l'amitié. Du 14 au 20 octobre, ils ont fait du porte-à-porte pour recueillir des fonds au profit de l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Recette gagnante pour Octobre Rose, le Carrefour de Sarreguemines a organisé la 3e édition de son menu caritatif. Mathieu Otto en cuisine, des élèves du lycée Simon-Lazare en cuisine et en salle, et Lisa Dan pour l'animation. Des ingrédients de qualité pour récolter des fonds pour l'association des Saints pour la vie. Défaite 1-4 à domicile pour le Sarreguemines Football Club, l'US Raon l'étape a pris le dessus dès la 2e minute de jeu. En attendant le prochain match de championnat en National 3, les Sarregueminois vont jouer face à Boulay en Coupe de France. La pluie n'a pas freiné leur ardeur. Près de 1000 élèves de CM1 et CM2 ont participé à Sarreguemines au Grand Cross des écoliers de la Casque. 28 écoles étaient représentées. En plus du chronomètre, il y aura un concours du plus beau dossard. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on fera aussi un grand écart entre Bitche et les États-Unis. Notre invité du jour est Michel Klein, fondateur de l'Espace Mémoire 3945, un site qui retrace l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui est devenu un lieu de pèlerinage pour les familles de soldats américains. On en parle plus en détail tout à l'heure. On commence cette émission avec un nouvel épisode dans la vie politique bitchoise. Le maire de Bitche et premier vice-président de la CCPB a déposé un recours gracieux auprès du président David Suc pour qu'il annule une délibération prise lors d'un conseil communautaire. Les arguments mis en avant par Benoît Kiefer sont un manque de transparence et une décision qui lui semble gravement illégale. Nous avons reçu une copie du courrier également envoyé à l'ensemble des conseillers communautaires. Cela concerne l'animation Halloween au Cimserhof. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil. Cela couvait depuis quelques jours et désormais, ça y est, le conflit est déclaré. Le maire de Bitche et premier vice-président de la CCPB, Benoît Kiefer, vient en effet d'adresser à David Suc, président de cette même CCPB, une demande de recours gracieux à l'encontre d'une délibération du Conseil communautaire prise le 15 octobre dernier. Il s'agissait d'une décision budgétaire modificative du budget général. Le maire de Bitche reproche à l'Assemblée délibérante, et en premier lieu donc à David Suc, un manque de transparence coutumier et une décision qui lui paraît gravement illégale. Avec 34 voix pour, 28 voix contre et 2 bulletins blancs, le conseil communautaire de la CCPB aurait approuvé le versement de plusieurs sommes au libellé dépourvues de toute signification explicite, notamment au Cimserhof, à d'autres sites communautaires et à des fins culturelles. L'ensemble des documents obligatoires n'auraient pas été transmis aux conseillers, nuisant ainsi à leur parfaite connaissance des dossiers au moment du vote. Dans son courrier, le maire de Bitche rappelle qu'un long débat s'est déroulé lors de ce fameux conseil communautaire, durant lequel, je cite toujours le maire de Bitche, auraient été révélées les conditions quelque peu obscures de l'organisation de la manifestation Le Fort de l'Apocalypse au Cimserhof par la communauté de communes du Pays de Bitche. Benoît Kiefer estime que la CCPB entretient des relations pour le moins ambiguës avec l'association Les Amis du Fort Saint-Sébastien. Cette association, justement, elle est présidée par Pascal Leichnam, conseiller communautaire, qui a pris part au vote du 15 octobre 2024, faisant l'objet du recours gracieux déposé par le maire de Bitche. Ce dernier estime que dans ces circonstances, la délibération est illégale. Par conséquent, que demande Benoît Kiefer au président de la CCPB? Le retrait de cette délibération prise le 15 octobre dernier. Comment? En convoquant sans tarder une séance extraordinaire du conseil communautaire. Et surtout, il demande à David Suc d'annuler tout simplement la manifestation Le Fort de l'Apocalypse. À défaut, le maire de Bitche menace de saisir le tribunal administratif de Strasbourg.
Et c'est d'ailleurs au Simserhof que Guillaume Dumontail a rencontré ce matin David Suk. Il a voulu avoir une réaction du président de la CCPB suite au recours gracieux que Benoît Kieffer lui a adressé vendredi. David Suk, bonjour. Comment avez-vous réagi suite à la réception de ce recours gracieux? Il s'agit d'une démarche pour le moins inhabituelle, d'autant plus qu'elle émane directement de votre second, le premier vice-président de la CCPB. Oh, vous savez, voilà, la vie politique, elle est ainsi. Des recours gracieux, ça peut arriver. Ce qui est surprenant, c'est évidemment la proximité de la ville de Bitche au niveau de l'Interco. Et puis, ce qui est surprenant aussi, c'est après un vote du Conseil communautaire, voilà, revenir sur des choses qui ont été délibérées. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette animation que nous faisons au Simserhof, c'est une animation riche de sens, c'est une animation complémentaire. Et puis, évidemment, Halloween, Noël, Pâques, tout ça sont des événements qui se fixent selon un calendrier qui s'impose à tous. Et puis je crois que ce qui est important aussi, c'est que l'Interco soit au service de tous. L'Interco, c'est la mobilisation des moyens du territoire dans le cadre d'une destination de territoire, dans le cadre d'une animation des sites qui sont gérés par l'Interco. Et aujourd'hui, à Sirstal, ou à Wolminster, ou à Meisenthal, nous animons dans l'intérêt général. Et je crois que c'est une vraie richesse que d'avoir dans ces périodes, évidemment, une destination Pays de Bitche qui s'impose tout doucement de manière globale. Et puis c'est la complémentarité que nous offrons évidemment sur le territoire. Et je crois que les communes doivent se féliciter de cette action de l'intercommunalité qui profite à tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments avancés par le maire de Bitche? J'imagine que non. Écoutez, moi je suis d'accord que l'intercommunalité aujourd'hui est une intercommunalité qui se mobilise, est une intercommunalité qui accueille des dizaines de milliers de visiteurs, une intercommunalité qui permet au Pays de Bitche d'être connue à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. La ministre Dati à Wolminster il y a quelques jours, l'inauguration de la boule dans quelques jours, l'inauguration de la micro-crèche, dizaines de territoires. En tout cas, le travail de l'intercommunalité permet à chacune des communes d'être visible. Et puis je crois que surtout, on doit pouvoir offrir à celles et ceux, 2000 ventes déjà, aujourd'hui pour Halloween au Simserhof, de pouvoir leur proposer évidemment une pluralité d'animations. Et je crois qu'aujourd'hui, ces sites, que ce soit des sites de la ligne Maginot, de Vauban ou d'autres époques, je pourrais penser évidemment au château, viennent offrir une complémentarité, puis viennent surtout offrir évidemment à celles et ceux qui veulent profiter de ces animations la capacité, 5 dates, 60 créneaux par jour, de pouvoir leur profiter au niveau du Pays de Bitche de la complémentarité. Moulin des Schuller, ici au Simserhof ou Bitche. Donc voilà, on est dans une animation qui est aujourd'hui une animation qui porte. Et puis moi je crois que celles et ceux qui veulent profiter n'ont que à faire de ces chicaya politique. Je crois qu'aujourd'hui, ils viennent ici sur ces animations Halloween pour avoir du frisson, pour avoir un moment de partage. Le reste, je crois que c'est pas l'affaire de celles et ceux qui viennent, pour les plus de 16, profiter de cette belle animation à 16 €. Je vais parvenir sur tous les arguments qui ont été avancés par le maire de Bitche, mais il parle d'un manque de transparence au niveau de la décision et regrette que Pascal Lachmain ait pris part à ce vote. Écoutez, moi je sais que la commission marketing a présenté les choses le 12 septembre, que nous avons eu un certain nombre de réunions au conseil communautaire, pas un mot des élus de Bitche, et je crois qu'aujourd'hui ce vote, ça c'est une chose, mais surtout je crois que on a besoin aujourd'hui de fédérer, on a besoin d'avancer. Voilà, moi aujourd'hui, quand vous citez un délégué de Bitche qui est dans l'opposition à Bitche, cela relève de la politique de Bitche. Et je crois que l'intercommunalité ne doit pas rentrer dans les politiques municipales. Ce qui est à Bitche est à Bitche, les tensions au niveau du conseil municipal sont les tensions au niveau du conseil municipal. Aujourd'hui, nous avons cette volonté de travailler avec toutes celles et ceux qui sont reconnus sur le plan technique et professionnel. Et je crois que l'animation qui est portée aujourd'hui par l'intercommunalité en partenariat avec une association est une association qui a démontré fortement sa capacité d'action, sa capacité de mobilisation. Et donc, nous, aujourd'hui, on est tout à fait heureux de pouvoir organiser cette animation avec des bénévoles, avec une association du territoire. Voilà, je crois que c'est ce qu'on doit retenir, avec un budget qui reste un budget quand même très modeste, tout le monde l'a compris. Dans son courrier, le maire de Bitche demande de convoquer sans tarder le conseil communautaire pour une séance extraordinaire visant à retirer cette délibération du 15 octobre et d'annuler également la manifestation Le Fort de l'Apocalypse prévue le 31 octobre. Est-ce que vous allez lui donner raison et répondre à ces demandes ? Écoutez, on fera les choses dans les règles, on fera les choses selon le calendrier. Aujourd'hui, c'est 1900 préventes qui sont organisées, qui sont réalisées. Est-ce que vous mettez une minute à la place de celles et ceux qui sont déjà mobilisés pour passer ici un instant de frisson
frissons pour pouvoir ensuite aller ailleurs sur le territoire et d'imaginer qu'ils ne puissent pas évidemment se rendre aujourd'hui au Simserhof. Et puis que serait l'intercommunalité si on avait, j'allais dire, cette fragilité dans nos décisions. Aujourd'hui, les choses sont tout à fait gérées, mesurées, donc on regardera les choses dans les délais, mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui, évidemment, que ce soit tout à fait ce qui est attendu par celles et ceux qui sont à nos côtés, par les élus, de pouvoir annuler comme ça une manifestation à 2-3 jours. On me demande le 18 d'annuler une organisation le 25. Or, cette manifestation, elle est connue depuis mi-septembre. Voilà, on aurait pu se manifester un peu avant, voire même au travers du conseil communautaire, mais je crois que ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, on a besoin de nous mobiliser, on a besoin de communiquer, on a besoin de gérer en bon père de famille l'ensemble de nos sites, parce que c'est une responsabilité des 33 000 habitants. Et je crois que chacun des habitants aujourd'hui est fier de voir que sur les sites communautaires, ici à Sirstal, et je l'ai évoqué sur les d'autres communes, que les choses bougent et qu'on s'engage. Et je crois que c'est ça aujourd'hui la richesse, c'est de fédérer le territoire, et ça c'est à l'intercommunalité de le porter, et nous le portons avec l'ensemble des membres, et ça profite à tout le monde, y compris évidemment aux chefs-lieux de canton. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et on a bien entendu vos arguments. Merci. Après Halloween, on s'intéresse aux festivités de fin d'année. Depuis 2015, le sapin de Noël de Strasbourg est transporté de son lieu de coupe jusqu'à Strasbourg par une entreprise du Beacherland. Le transporteur VAC, situé à Rohrbach-les-Beach, est allé chercher jeudi le sapin dans les Vosges, près de la commune de Bruyères. Le conifère mesure environ 30 mètres de haut et pèse 6 tonnes. En attendant d'être transporté jusqu'à la métropole alsacienne, il a passé quelques nuits à Rohrbach. Il est arrivé sur la place Kléber vers 5 h ce matin. Émilie Azé l'a rencontré, le gérant de l'entreprise, Pierre Vac. C'est exceptionnel que le sapin de Strasbourg passe par ici. Non, c'est pas la première fois que le sapin de Strasbourg passe par le Pays de Beach, mais en théorie ça ne devait pas se passer comme ça cette année. On devait le livrer directement à Strasbourg demain matin. Mais il y a un événement de dernière minute qui a été programmé place Kléber samedi. Je crois que c'est un événement qui s'appelle Les Loups-Garous, une émission de Netflix je crois. Et donc ils ont décalé la livraison du sapin à lundi matin et donc il fallait le stocker quelque part pendant le week-end. On ne peut pas le laisser au bord de la route, il faut que ce soit un endroit sécurisé. Et donc on l'a ramené chez nous comme on a déjà fait auparavant. Comment on transporte un sapin de cette longueur sur une telle distance ? Alors le sapin mesure 30 mètres de long, mais c'est assez petit pour nous à côté de ce qu'on fait le reste de l'année. On a du matériel qui est particulièrement bien adapté. On a fabriqué des accessoires spécifiquement pour le sapin de Strasbourg. Donc maintenant c'est rodé, ça se passe bien. L'itinéraire a été recherché et reconnu. On a anticipé les difficultés et c'est pour ça que ça s'est fait de manière très fluide cet après-midi. Alors c'est petit parce qu'on fait des choses qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus hautes, beaucoup plus larges. La semaine dernière, par exemple, on a transporté une virole en acier et qui mesurait 6,85 m de diamètre, qui pesait 80 tonnes. C'est beaucoup plus gros, beaucoup plus difficile aussi à transporter. On ouvre maintenant une page santé. Mettre l'hôpital Robert Pax en lumière, c'était l'objectif de la conférence médicale organisée ce week-end à Sarreguemines. Une soixantaine de professionnels de la santé étaient réunis pour suivre des sessions scientifiques sur la thématique de la cancérologie. Reportage de Marie-Morgane Pires. Dans notre activité, j'ai énuméré cancer de prostate, cancer urothélial, cancer du rein, cancer testiculaire et de la verge. Le docteur Aizuki est chirurgien oncologue à l'hôpital de Sarreguemines. Ce week-end, il a présenté un exposé sur la place de la pathologie oncologique en urologie. Il faisait partie des multiples thématiques abordées lors de la conférence médicale sur la théorie et la pratique en cancérologie. Une conférence comme celle-ci est une première à Sarreguemines. Elle a été pensée et organisée par l'équipe du service pneumologique de l'hôpital Robert Pax et plus particulièrement Dr Gramada, chef de pôle. L'objectif, en plus de montrer la prise en charge possible à Sarreguemines et présenter les nouveautés dans le domaine de l'oncologie, était de mettre en valeur le site hospitalier sarregueminois. Des intervenants sont venus de Strasbourg, Nancy et Metz. Face à eux, des médecins et des infirmières, essentiellement locaux. Externe ou interne? Où peut-on trouver de l'aide lorsqu'on est aidant ? Que faire pour mieux accompagner l'aidé au quotidien? Pour répondre à toutes ces questions, différents ateliers et rencontres avec des professionnels ont eu lieu au Casino des Faïenceries. Une conférence en début de journée a d'abord permis de libérer la parole pour les personnes en situation d'aidance. Reportage de Camille Henriot. Et la vie de tous les jours devient difficile parce qu'en fait tout tourne autour des parents.
Donc nous on est à 4, on se relaie. Mais alors les vacances, c'est à quel moment tu pars des vacances? Ah ouais, ben là il faut que je vienne 4 fois par semaine. C'est un vrai, on y va de bon cœur, mais des fois c'est un poids. Parce que tout dépend de ce que tu trouves de l'autre côté. Le besoin de trouver un meilleur rythme pour aider ses proches ou encore trouver un moment de répit, c'est un souhait exprimé par beaucoup d'aidants présents dans cette salle au Casino des Faïenceries. Cette conférence animée par un médecin de l'hôpital de Dieuze a permis aux aidants d'exprimer leurs ressentis et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'accompagnement d'un proche. Plusieurs dispositifs de soutien aux aidants ont également été évoqués. Le répit à domicile, en fait, c'est l'assistante de soins gérontologiques qui se déplace à domicile pour proposer une activité à la personne que vous aidez, le temps pour vous, en tant qu'aidant, en fait, de vaquer à vos occupations ou tout simplement vous reposer. Donc c'est quelques heures dans l'année qu'on vous offre, justement pour vous proposer voilà, une petite parenthèse, un petit peu de temps de répit pour vous. On a aussi 2 psychologues dans le service qui proposent du soutien psychologique pour les aidants, qui est axé sur votre rôle d'aidant au quotidien. Donc ça peut se faire à domicile, au bureau ou aussi par téléphone. Et moi je suis l'assistante sociale, donc je peux vous aider dans tout ce qui est démarches administratives et projets futurs s'il y a lieu. Les aidants ont également pu s'entretenir avec une trentaine de professionnels et associations qui peuvent les accompagner au quotidien. La journée était organisée par la Conférence des financeurs de la Moselle en partenariat avec le dispositif d'appui à la coordination 57 et le Centre communal d'action sociale de Sarreguemines. Test de la vue, test de l'audition ou encore dépistage du diabète, un triple contrôle était proposé vendredi par le Lions Club de Sarreguemines. L'objectif de l'opération, proposée gratuitement depuis plusieurs années, est de sensibiliser le grand public à l'importance de la prévention. Les professionnels ont effectué 35 tests de vue, 61 tests d'audition et 72 dépistages du diabète en une journée à la salle Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. En fonction des résultats, ils pouvaient aiguiller ensuite les personnes vers des médecins. Une brioche contre un don, c'est le principe de l'opération Brioche de l'Amitié qui avait lieu en Moselle du 14 au 20 octobre. Plusieurs associations ont participé à l'opération lancée par l'UNAPEI, dont l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de Sarreguemines. Samedi, les bénévoles ont fait du porte-à-porte sur plusieurs secteurs, dont Sarreguemines, Gros-Réderchin et Singlin. Reportage d'Emilia Zell. Ce sont les mêmes gestes à chaque maison. Appuyer sur la sonnette et se présenter quand la porte s'ouvre. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Oui, ça va. C'est pour les brioches de l'amitié de la fête. Oui. Hugo, tu vas regarder, maman l'a dit 5 € sur le Milo. Samedi matin, des bénévoles de l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de Sarreguemines, AFE, ont participé à l'opération Brioche de l'Amitié. Les 14 bénévoles ont parcouru de nombreuses rues de Gros-Réderchin et Singlin. Tous ont été débauchés par Kevin à la tête de la journée de solidarité dans les 2 communes. C'est ça, oui. C'est des amis, en fait, du bouche à oreille. On se sert de ça parce que pour trouver des bénévoles, ça devient très difficile. Ils ont déjà le souci sur Sarreguemines, il y en a de moins en moins. Et donc du bouche à oreille, on essaie de faire ça en bonne convivialité entre nous. Puis c'est beaucoup d'amis et on en profite pour faire une journée où on se réunit, on fait ça une fois par an et puis on passe la fin de journée ensemble. Pour certains, c'était la première fois qu'ils faisaient du porte-à-porte pour les brioches de l'amitié. Franchement, ça va, une petite balade matinale. On rencontre pas mal de gens sympathiques, à Gros-Réderchin en particulier. Non, les gens, comme dit, sont vachement accueillants, donc il n'y a aucun problème à aller vers eux et puis échanger avec eux. L'argent récolté par l'AFE sera notamment utilisé pour un projet de création d'une maison de retraite pour les personnes atteintes de handicaps mentaux. En 2023, sur ce même secteur, 230 brioches ont été vendues pour un bénéfice d'environ 1 400 €. Jeudi soir, le Carrefour de Sarreguemines a organisé sa soirée Octobre Rose. Le principe cette année encore était de proposer au public un repas étoilé pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. L'association choisie pour recevoir le total des bénéfices de la soirée était des Seins pour la vie. La présidente et la marraine de la jeune association créée en 2023 étaient notamment présentes. C'est la 2e année qu'elle est choisie par le Carrefour, anciennement Cora. Reportage d'Emilia Zell et Camille Henriot. La cafétéria du Carrefour de Sarreguemines s'est transformée en restaurant haut de gamme le temps d'une soirée.
Pour la 3e édition de la soirée Octobre Rose, 60 personnes étaient venues soutenir la lutte contre le cancer du sein en partageant un repas. En cuisine et au service, une vingtaine d'élèves du lycée Simon-Lazare étaient mobilisés. Le chef supervisant le repas était cette année encore Mathieu Autou. Les convives ont notamment pu déguster du foie gras, du suprême de volaille, de la mousse de comté aux herbes et en dessert une poire pochée aux épices d'hiver. Le menu était au prix de 85 €. L'ensemble des recettes seront reversées à l'association des Saints pour la vie. La soirée a été animée une fois encore par la chanteuse et marraine de l'association, Lisa Dan. Il m'a fallu bien du courage pour supporter les soirs d'orage, un peu d'amour, de sentiments, pour éviter tous les tourments, pour naviguer entre les vagues, entre les rêves, les terrains vagues de ma vie. Il se donne à fond et c'est pour la bonne cause. Le collège de Himmelsberg organise depuis plusieurs années un cross solidaire. Un parcours dans l'enceinte de l'établissement a été mis en place par les professeurs d'EPS. En fonction des âges, les élèves couraient entre 1800 et 3000 mètres. Des jeunes de l'ITEP, établissement médico-social, et de l'IME, Institut médico-éducatif, étaient de la partie. Chaque année, une association est conviée afin de lui remettre des dons. C'est la Ligue contre le cancer qui était l'invitée cette année. On change de météo pour un autre cross. La pluie n'a pas réussi à freiner l'enthousiasme des 1000 élèves qui participaient vendredi dernier au Grand Cross de la Casque, une course de 1400 mètres. Retour en images signé Marie-Philippe. Le stade Gérard Burg était en effervescence ce matin. Près de 1000 élèves, filles et garçons de classe de CM1 et CM2 se sont élancés pour une course de 1400 mètres organisée par l'agglo de Sarreguemines en partenariat avec l'ASSA. Pas moins de 28 écoles ont répondu à l'appel. L'école de la Sainte-Chrétienne La Salle de Sarreguemines et l'école Robert Schumann de Sarralbe étaient les mieux représentées avec 4 classes participantes chacune. Cette course a une particularité, elle demande aux élèves de créer leur propre dossard sur un thème imposé. Le thème de cette année, les super-héros. Les 5 premiers de chaque course ont été récompensés aujourd'hui, tandis qu'un autre classement récompensera les créateurs des plus beaux dossards. Plongeons maintenant dans l'histoire avec celui qui est sans doute le plus américain des Beachois. Notre invité du jour est le fondateur de l'Espace Mémoire 3945. Inauguré mi-mars 2019, l'espace Mémoire 3945 a pour vocation de raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le secteur de Bitche à travers l'exposition de nombreux objets et documents. Il s'adressait en premier lieu aux gens d'ici et aux touristes, mais il est aussi et très rapidement devenu un lieu de pèlerinage pour des familles de vétérans. Et dans ces cas-là, je suppose que la visite prend une toute autre dimension. Tout à fait, tout à fait. Bonjour Julia. Et effectivement, les visites deviennent du concret. Pendant longtemps, ces familles avaient envie de venir à Bitche, mais ne savaient pas quoi voir. Et aujourd'hui, l'espace mémoire tient son rôle en étant un point de contact, un lien qui leur permet d'avoir des visites toutes particulières et propres à l'histoire de leur famille. Mais je suppose que du coup, par rapport aux visiteurs lambda, entre guillemets, ils ont un accueil un peu plus personnalisé. Oui, c'est-à-dire qu'on s'occupe du début à la fin, c'est-à-dire que ça commence souvent plusieurs mois avant, par des renseignements sur la famille. Ensuite, on leur cherche un hébergement. Dans certains cas, on loue un van parce qu'ils sont trop nombreux pour aller dans la Jeep. Et puis après, effectivement, on fait tout un parcours selon la durée de leur séjour. On fait parce qu'il n'y a pas que l'espace mémoire, vous les emmenez aussi en visite sur des sites ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction, on va soit sur des sites militaires ou on leur fait découvrir d'autres attraits du pays de Bitche. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, effectivement. Alors, au fil du temps, il y a aussi des liens originaux qui se sont tissés avec certaines familles de vétérans. Et récemment, il y a même une famille qui a joué le rôle de facteur, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la famille de Laurie Alcant Davis. Son papa était un vétéran du 397e qui était sur Bitche, qui est revenu d'ailleurs après-guerre. Et on a trouvé un manteau de la 100e division aux États-Unis. Donc on l'a acheté, mais le rapatriement de ce manteau coûtait plus cher que le prix du manteau. Et donc c'est Laurie qui devait nous le ramener pour le Covid. Mais en fin de compte, qui nous le rendrait avant le Covid. Et comme il y a eu Covid, ça a mis quelques années, mais effectivement le manteau est arrivé à bon port.
Et comme quoi, il y a des chouettes liens qui se tissent. Et l'espace mémoire de Beach a reçu la semaine dernière un don particulier de la part de la famille d'un vétéran américain. 2 filles d'un ancien soldat ont profité de leur croisière sur le Rhin pour venir à Beach mercredi. Elles sont venues faire don du drapeau du cercueil de leur père, de sa plaque d'identification et d'une de ses photos. Le groupe a également visité quelques lieux du secteur, comme le Chisek, où Jacob Herle avait notamment combattu. Emilia Zell a rencontré la famille. Pourquoi vous vouliez faire don de ce drapeau? This is the flag from my father's casket. C'est le drapeau du cercueil de mon père. Il est décédé le 13 décembre 2023. Et mon père ne parlait jamais de la guerre, presque jamais. Mais il a gardé dans son portefeuille toute sa vie la carte des Sons of Beach. His Sons of Beach card. And that Et c'est l'histoire qu'on nous racontait sur Beach quand nous étions enfants. Aucune des horreurs qu'il a vues ne nous a été racontée. Nous allions venir en Europe et nous avons pensé que c'était l'endroit idéal pour laisser sa photo et son drapeau. Maintenant que vous êtes ici et que vous avez transmis ce drapeau, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai l'impression que nous laissons mon père là où il était autrefois et que nous avons eu la possibilité de marcher dans ses pas en tant que soldat de 19 ans tout au long de la journée. Et je laisse mon père avec vous. Il y a beaucoup de familles américaines comme ça qui vous font des dons. Alors, certaines ne font pas forcément le déplacement pour vous apporter les objets. Et du coup, vous vous retrouvez parfois à recevoir des colis. Est-ce que ça arrive souvent ? C'est quand même régulier. On n'a pas très souvent, mais on a quand même 3-4 fois par an des colis qui nous arrivent. Donc comme dit, on ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Et c'est toujours des objets exceptionnels, chargés d'histoire, qui sont importants à transmettre et à présenter dignement. Et c'est des choses qui nous tiennent à cœur et c'est aussi la raison d'être de l'espace mémoire. Et tous ces objets qui trouvent du coup leur place dans l'espace mémoire. Mais au fil des dons et des achats aussi que vous faites, du coup l'espace mémoire est en constante évolution, si bien on peut y retourner. Il y a sans cesse des pièces en plus. Mais du coup, est-ce que vous arrivez encore à tout exposer simultanément ou ça devient trop petit, il faut pousser les murs ? Non, c'est ce que je disais, il faut les présenter dignement. Donc le tout n'est pas d'avoir la pièce à l'espace mémoire, c'est de la mettre dans un contexte, dans une ambiance. Et ça fait bien longtemps qu'on est vraiment très à l'étroit et qu'on a beaucoup de pièces et beaucoup de travaux qu'on a fait qu'on ne peut pas présenter par manque de place. On parlait de ces familles américaines qui viennent, mais du coup je me pose la question, est-ce que vous allez aussi à leur rencontre? Est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis? Est-ce que vous avez déjà rencontré des familles de vétérans là-bas? Alors on n'a pas prévu d'aller à leur rencontre, mais le hasard a voulu que le mois dernier on était en vacances aux États-Unis. Et quand on est passé à Los Angeles, on a croisé justement Jimmy, une connaissance, un fils de vétéran qu'on a accueilli l'année dernière à Beach. Et on a passé une matinée avec lui. C'était vraiment la surprise totale, mais c'était un moment très, très, très agréable. C'est fort les liens qui se tissent. Là, on est à la veille du 80e anniversaire de la libération des communes du secteur. Et dans cet esprit, vous avez travaillé sur une grosse exposition. Oui, on a décidé de ne pas parler de la bataille de Beach, comme c'est souvent le cas, mais de mettre en avant ce qui s'est passé autour de Beach. Et à ce titre, on a préparé une exposition qui va parler de la libération de chaque village du pays de Beach de manière chronologique, en ayant fait un travail depuis longtemps pour récupérer des photos du village. Donc l'idée, c'est que quand on va parler de Petit Raiderchin, on aura des photos de Petit Raiderchin. Toujours dans l'esprit de l'espace mémoire de rester dans du local. Et cette exposition, elle sera presque terminée. Là, elle est en cours de finalisation et elle sera mise à disposition gratuitement à toutes les communes, à toutes les écoles, à toutes les personnes qui souhaitent faire un travail sur le 80e. Et on a les panneaux, on a acheté les panneaux, on a acheté les grilles. Il y a vraiment juste à venir chercher et ramener et tout ça, c'est gratuit. Et je pense que vous allez être beaucoup sollicité donc, pour cette exposition itinérante. Et puis dans le cadre de cet anniversaire, il y a aussi un gros événement qui se profile. C'est une stèle qui va être inaugurée le 16 décembre aux abords de l'étang de Hasselfurt.
Oui, bah pareil, c'est parti d'une rencontre avec une famille il y a 3-4 ans, avec une histoire toute particulière, dans un lieu tout particulier, un destin particulier de ce soldat. Et c'est ce qui nous a décidé dès le départ, dès cette première rencontre, de faire quelque chose. Et aujourd'hui, presque 2 ans et demi plus tard, c'est la finalité. La stèle sera inaugurée le 16 décembre. Et même la famille des États-Unis sera parmi nous, fera le déplacement le 16 décembre pour inaugurer cette stèle. Et en attendant les commémorations du 80e anniversaire de la Libération, j'en profite pour rappeler que l'Espace Mémoire est situé à la porte de Strasbourg, 2 rue des Tilleuls à Bitche. Il est ouvert chaque 2e dimanche de chaque mois, de 14h à 18h. Et il y a aussi une possibilité d'ouverture à la demande en prenant rendez-vous au préalable au 06 02 31 41 11. Merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, on revient sur les résultats sportifs du week-end, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. C'est une belle semaine qu'on débute et qui devrait être plus ensoleillée que la semaine passée. Demain, la matinée débutera sous une fine couche nuageuse et qui va rapidement se déchirer pour laisser place à de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Elodie et il fera jour de 8h03 à 18h27. Passez tous une belle journée et à demain! La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blie-d'Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. Téléphone, mail, site internet et réseaux sociaux, personne n'est à l'abri des arnaques financières. Les escrocs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour obtenir vos données bancaires et personnelles. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et vérifiez toujours l'identité de votre interlocuteur avant de partager des informations personnelles. Retrouvez nos conseils sur abe-infoservice.fr, le site d'information des autorités de contrôle et de la Banque de France. Protégez votre argent, sécurisez votre avenir. Match très compliqué pour le Sarreguemines Football Club samedi au stade de la Blise. Il accueillait l'US Raon-l'Étape et il s'est laissé emporter par son adversaire dès le début de la rencontre. On revient sur ce match de championnat de N3 dans ce résumé de Marie-Morgane Pires. Deuxième minute de jeu et déjà le premier but de la rencontre. La 6e journée du championnat de National 3 a bien mal démarré pour le Sarreguemines FC. Face à lui, l'US Raon-l'Étape qui n'a pas perdu de temps pour enfoncer le clou. Après le but de Matoubanzila Simba, ce sont Omar Assidou puis Kevin Dumini qui creusent l'écart en seulement 2 minutes. Juste avant la fin de la première période, l'ESFC réduit l'écart grâce à un but sur corner de Nassim Bakria. Les joueurs de Jamel Ferjani n'arrivent en revanche pas à revenir au score et Raon-l'Étape marque un dernier but à la 72e minute avec un doublé de Simba. Soirée difficile, on est tombé d'abord sur une très belle équipe de Raon-l'Étape, très mûre dans ce championnat national 3 avec beaucoup d'expérience et beaucoup de talent. Et aujourd'hui, il y avait 2 classes d'écart entre eux et nous. Il y a un palier à franchir et pour le moment, on a du mal à le franchir collectivement. On doit très vite progresser de manière à pouvoir faire des parties où on est à 11 en équipe avec beaucoup plus de rigueur tactique, beaucoup plus d'agressivité
et plus de justesse technique. Dans ce championnat-là, il faut faire preuve de qualité mentale, avoir des ressources nécessaires pour savoir gérer les temps forts, mais surtout les temps faibles. Et aujourd'hui, on n'a pas su les gérer, on a démarré notre match complètement à l'envers. À partir de là, voilà, l'adversaire a été efficace et nous a sanctionnés immédiatement. Le SFC va devoir se reconcentrer pour sa prochaine échéance, le match de Coupe de France face à Boulay ce week-end. Il aura ensuite rendez-vous à Belfort pour la suite du championnat de National 3. Le prochain match à domicile aura lieu le 9 novembre. À l'issue de cette 6e journée de championnat, le Sarreguemines Football Club se situe en bas du tableau, 12e sur 14. Il talonne sa Réunion. Le classement est dominé par la Franche-Comté avec Sochaux, Dole et 2 équipes de Besançon dans les 4 premiers du tableau. Côté tennis de table, c'est la victoire. L'AS Sarreguemines Tennis de table s'est imposée face à Amnéville 9-5 lors de la 3e journée du championnat du Grand Est Élite. Une seconde victoire consécutive qui permet aux locaux de se hisser à la 4e place du classement. La prochaine rencontre se jouera à domicile. Ce sera un derby face à l'équipe de Spicherun le 2 novembre. Plus de 1700 coureurs sont passés au sein de l'usine continentale de Sarreguemines. L'association Courez avec nous, qui organise les 10 km de Sarreguemines, a changé de parcours cette année. La Continentale a été associée à l'organisation dans le cadre de son 60e anniversaire. Retour en images sur la course avec Marie-Philippe et Thibaut Desmerlet. 3, 2, 1, c'est parti! Et voilà, hop là. Ça c'est de la synchro, Maxime. C'était une marée humaine qui était aux 2 départs des 10 km de Sarreguemines. Le parcours a été modifié pour la première fois pour passer sur le site de l'entreprise Continentale qui fête son 60e anniversaire. Une organisation qui s'est faite avec l'association Cannes, Courez avec nous, qui s'occupe de l'événement depuis sa création. Donc nous, ça nous fait un élément festif de plus pour notre année d'anniversaire. Et puis le Cannes, ça leur change un petit peu du parcours habituel. Et visiblement, les personnes qui ont fait le parcours de Reco sont super contents. Ils trouvent que le parcours est top. On passe dans la Conti et on a dû raccourcir un petit peu d'autres endroits pour pouvoir coller à un 10 km. Et voilà, donc on a enlevé toute la partie du centre-ville. Et une petite partie dans Neunkirch où habituellement voilà, les gens après l'église tournaient sur la gauche, remontaient, faisaient la montée du stade. Et cette année, elle a été supprimée. C'était une édition particulière pour les coureurs de l'usine Continentale. Oh, ça m'a fait plaisir. Hein. On a vu les collègues nous encourager, c'était bien. Le parcours était vraiment agréable, il y avait pas mal de monde autour qui encourageait. Et voilà, c'était un beau 10 km. Hein. Après sa participation aux 20 km de Paris, le champion local, Yann Schrub, a terminé le nouveau parcours à la première place en 29 minutes et 37 secondes. C'était vraiment atypique, c'était vraiment bien. Bon, par contre, ça rajoute beaucoup de difficultés parce que malgré le fait que ce soit plat, il y a beaucoup de virages. Donc malheureusement, quand on essaye de courir à plus de 20 km/h, à chaque fois on est coupé dans l'allure. Cherkaoui Abdelila a fini 2e avec 42 secondes de plus. Environ 1700 participants ont couru les 10 km cette année. C'est 400 personnes de plus par rapport à l'édition précédente.